un podcast Orso Média. Aucun lien avec l'entrepreneuriat dans la famille, mais moi, depuis toujours, très intéressé par le numérique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on rentabilise le serveur informatique, comment est-ce qu'on fait de l'argent. Et je me souviens de la première idée que j'ai eue sur Bitcoin, t'en parles à tout le monde, et tout le monde te dit t'es un malade, je suis tout seul, j'ai l'impression d'être tout seul, et je vais faire une chaîne YouTube. J'avais envie d'en parler, et j'avais envie de tomber sur des gens qui me disaient, en effet, ce truc est énorme, et ça va tout changer. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. Je vais vous faire un peu de teasing sur mon invité du jour. J'ai 3 points communs avec mon invité du jour. On est tous les deux nés en Corse. On est tous les deux liés à la ville de Metz, où moi j'ai grandi une bonne partie de mon enfance. Lui, il vit encore. Et on a tous les deux des prénoms américanisants, on va dire. Je pensais, mais non, c'est breton. Ah mais ouais, par contre, c'est américanisant. Alors, pour le coup, t'as raison. Pour moi, c'est Owen Wilson, tu vois. Ou Michael Owen. Bon, on vous l'avez reconnu. C'est Owen Simonelli, alias HR. Salut Owen, ça va bien? Salut Christopher, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. T'es tellement habitué des podcasts. Je sais pas. Je commence à connaître un peu la maison. Tu les comptes? Non, pas du tout. T'en as fait pas mal là, non? Je vais en faire une vingtaine. Ok. Donc, je vais essayer d'obtenir de toi une info exclusive que t'as jamais donnée dans d'autres podcasts. Ça marche. Ok. Bon, je te sortirai une question vraiment. Ah, t'as déjà la question. Ah oui, j'ai déjà la question. Pas de souci. Évidemment, j'ai bossé. Owen, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir dans ce podcast. C'est vrai que tu interviens dans d'autres médias plutôt pour parler de crypto-monnaie, de DAO, de NFT, entre autres de toute la partie entrepreneuriale de ton activité. Aujourd'hui, on va se focus un peu plus sur Owen Simonin, le créateur de contenu sur Internet, si tu veux bien. Donc, on va découvrir tes coulisses, comment tu fonctionnes. Donc le pan marketing de tout ça, communication, réseau et toute la création de contenu. Et puis la production, nous on aime bien aussi rentrer dans le détail de la prod, comment tu montes tes vidéos, comment tu gères ton compte Instagram, etc. Mais avant de parler de tout ça, peut-être est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire où est-ce que tu as grandi, quelles études tu as faites, et puis qu'est-ce qui t'a amené progressivement à t'intéresser à cet univers des cryptos? Ok, alors je m'appelle Owen Simonin, je suis né en Corse en 97. Ma maman dans l'art, mon papa dans le sport et dans le football. Et aucun lien avec l'entrepreneuriat dans la famille, mais moi depuis toujours très intéressé par le numérique, les jeux vidéo, les points virtuels et comment ça marche et la tech et bref, naturellement, comme un gamer en fait, je suis intéressé à toutes ces choses-là. Et c'est parce que tu avais aussi des potes à cette époque-là qui étaient intéressés par ça et tu partageais cette passion avec eux? Les jeux vidéo, oui, notamment mon meilleur ami Laurent Gradian qui est un associé fondateur de Just Mining aujourd'hui, l'une de mes boîtes. Et mais globalement, ouais, j'avais des potes qui jouaient aux jeux vidéo. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas plus le jeu que comment est-ce qu'on rentabilise le serveur informatique, comment est-ce qu'on arrive à proposer de la valeur aux joueurs pour qu'il ait envie de payer pour un jeu, pour pouvoir couvrir les frais. Oui, tu avais déjà cette vision de détricoter le modèle pour... C'est le truc qui m'intéressait. Comment est-ce qu'on fait de l'argent? Et pour le coup, j'ai monté un serveur de jeu qui a vraiment tout changé pour moi quand j'avais 14 ans, un serveur Minecraft, tu connais sûrement. Bien sûr. Et c'est devenu le plus gros serveur Minecraft de mode survival. Enfin, t'as plein de modes dans Minecraft. Là, le but, c'était de survivre le plus longtemps possible. Ça s'appelait MV Wild, Minecraft versus Wild, tu sais, en hommage au Bear Grylls. Ouais, exactement. Et ça a pris beaucoup trop d'ampleur. Le staff, c'était une quarantaine de personnes. J'étais le plus jeune de mon équipe. Et tu gagnais de l'argent avec ça? Je gagnais de l'argent, mais je pouvais pas les payer. Je gagnais quelques centaines d'euros. Je peux pas payer 40 personnes. Comment tu gagnais de l'argent avec un serveur Minecraft à l'époque? C'est ça qui est intéressant. Tu dois créer une économie dans le jeu. Et là, tu commences à jongler avec différentes ficelles. Déjà, tu pourrais donner des avantages. Je peux te donner une maison, des ressources, des armures, des épées, peu importe. Et en échange, tu payes des allopass ou des euros en échange de ces avantages.
mais tu vas dénaturer ton jeu. T'as des joueurs qui payent qui ont plus d'avantages, ceux qui payent pas sont dégoûtés. Donc tu dois réussir à donner des avantages. Généralement, c'est de l'image, c'est de la reconnaissance, des bonus, mais qui ne doivent pas dérégler pour ne pas en faire un pay to win, comme on dit. Celui qui paye gagne. Ouais, c'est ça. Puis c'est clairement déjà l'enjeu et tout l'équilibre des Fortnite et compagnie. C'est comment donner envie aux joueurs de venir jouer gratuitement et comment générer de l'argent. Et puis t'es sur un serveur survival en plus. Ouais. Le survival dans Minecraft, c'était vraiment le but, c'est dur de jouer. Si tu offres tout à celui qui paye, c'est pas bien. Clair. Et du coup, petit à petit, il y avait également de l'influence qu'ils pouvaient te donner, parce qu'ils pouvaient aller voter sur des sites pour te référencer et te faire gagner en SEO. Donc il n'y a pas que de l'argent qu'un joueur. Il peut investir son temps sur ton serveur, son argent, et également des efforts externes pour te référencer. Et je proposais de rémunérer tous ces genres d'actions. Et de fil en aiguille, on a réussi à couvrir les frais de nos serveurs, parce que moi j'avais 14 ans, enfin très vite, j'avais 15-16 ans quand ça a commencé à grossir, ça me coûtait 200 balles par mois. Faut les sortir, les 3000 balles par an quand t'as 15 balles, quoi. Et très très vite, on a réussi à stabiliser ça. On a commencé à rémunérer les équipes qui sont plus âgées que moi, donc le management était compliqué. Tu peux pas les payer. Et en plus de ça, ils sont plus âgés que toi. Donc tu peux pas manager par l'obligation. Comment ? Parce qu'à 16 ans, les MV points, les Minecraft versus Wildpoint. Et c'est du coup, il fallait valoriser une monnaie qui avait un système et qui avait une indexation au jeu, mais qui ne venait pas dérégler ce ratio de tu joues, tu gagnes, tu payes, tu gagnes, et également fédérer non pas que par l'obligation comme tu peux le faire avec un salaire ou une obligation légale, mais autant par le plaisir, fédérer par la reconnaissance, par la méritocratie, donner des accès à des joueurs qui étaient engagés et monter l'équivalent d'une association dans la moralité si tu veux et dans l'intérêt. Quarantaine de collaborateurs qui étaient rémunérés sous plein de formes différentes. C'est ça. Et les deux bonhommes qui s'investissaient le plus à la fin du mois, quand il y avait un surplus, je leur envoyais 200-300 euros chacun pour la forme quand même, parce que quand on a un qui commence à prioriser ça sur sa vie, sur certains points, tu dois le rémunérer. Mais voilà, apprendre à fédérer différemment. Là, t'es juste en train de nous raconter que t'as créé dans Minecraft un écosystème crypto et des NFT, quoi. Alors, sans NFT, parce que les NFT, c'est lié à la blockchain, et à l'époque, je connaissais pas. Mais je veux dire, mais la des toute dernière rétributions, c'était ça. voilà, avec une monnaie virtuelle qui a une valeur aussi en euros. C'est de là que me vient cette mécanique, en fait. D'ailleurs, ma toute dernière fonction, avant que je lâche le serveur, j'avais 18 ans, donc je l'ai tenu 4 ans. Maintenant, il a 10 ans, le serveur. Il est toujours existant. Il existe encore ? Ouais. On l'a cédé et recédé à quelqu'un d'autre derrière. Enfin, cédé, c'est de la cession, c'est une poignée de main. Ce serveur de jeux vidéo, la dernière point, je me suis dit, mais en fait, on va permettre aux gens de connecter leur ordinateur, ils vont sécuriser la blockchain, générer des Ethers. À l'époque, je considérais ça comme pas rentable. Ça générait un Ether par jour, un utilisateur. Un client, un utilisateur. Tu regrettes ? On avait des 1000 joueurs connectés à certains moments en même temps. Tu vois, c'est pas que tu regrettes, mais est-ce que tu regrettes de pas avoir eu les chiffres du loto hier ? Non, en réalité, je regrette rien, mais c'est vrai, oui, si j'avais su, je les aurais tous gardés. Et si j'avais su, je pense que je les aurais hold. Et en réalité, c'était sympa parce qu'il fallait trouver des moyens de se rémunérer et tout le monde ne pouvait pas payer. Alors, c'était très intelligent et tu commences à regarder tous les segments et j'ai appris beaucoup. Ça a été ma plus grosse expérience qui m'a vraiment fait comprendre que tout doit avoir un business model pour être périn et pour réussir à trouver un accord entre le respect envers le joueur, envers le jeu pour ne pas le dénaturer, mais également, faut payer les frais, quoi. Et ça n'avait pas d'impact sur tes études à l'époque ? Bon, t'avais 14 ans, 18 ans, t'étais au lycée, quoi. Ça demande quand même une charge de boulot quelle complexité importante. Familiale. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents ? Ils disaient rien du tout, ils avaient envie de me tuer. Surtout que du coup, je bossais beaucoup avec Allopass, PaySafeCard et StarPass. Je recevais de l'argent à la maison. Mon père voyageait beaucoup à cause du sport. Ma mère s'occupait de mon frère et moi. Elle voyait des chèques arriver à la maison. Elle appelait mon père en mode, il va finir en prison, il va faire des bêtises, il doit faire des bêtises. Enfin, c'était légal, d'ailleurs ? C'était pas déclaré dans le sens où tu sais, tu fais 700-800 euros par mois que tu partages avec 2 personnes, on travaillait 90 heures par semaine, on était étudiants, enfin, c'est un jeu vidéo. C'était pour moi non significatif pour pouvoir être cadré. Tu peux pas être un peu dans une zone grise, on va dire aussi. C'est ça, mais c'était vraiment trop petit pour que, à un moment, ça a commencé à être gros. Il y a un mois où, on commençait à brasser 4-5 000 euros de gras par mois, mais ça a pas duré longtemps parce qu'après les études et j'avais plus le temps. Bien sûr. Mais non, ça a jamais été cadré. Alors, puis comment tu faisais cohabiter ça avec ton lycée ? Tu dors pas. Je bossais la nuit, je travaillais en cours. Dès qu'on a eu le droit d'avoir les ordinateurs, je pouvais me connecter. C'était tellement plus important. Enfin, dans ma tête, évidemment. Hein. Mais j'arrivais à être un élève moyen en cours. Je faisais ce qu'il fallait. J'avais 10,5, 11, 12. Et à côté de ça, sur différentes activités, parce qu'il n'y avait pas que ce qu'il y avait en ligne, je faisais des petits trucs à côté. Et je me disais, ok, je veux sortir 2K par mois, 4K, 6K. Et comment est-ce que j'arrive à puis faire en sorte que tout le monde ait autant envie de travailler avec toi par le plaisir que par l'obligation de l'engagement qu'ils ont pris. Et quand tu arrives à tenir les deux, on a commencé à rencontrer des gens avec qui on a fait des trucs exceptionnels, quoi. C'était une belle aventure. Et donc, t'as eu ton bac ?
Oui, bac S. T'as fait quoi après le bac alors? École de commerce. Ok. Je voulais faire école de commerce, d'où le bac S. Mon père m'a dit, moi je voulais faire ES, et il m'a dit non. C'est S pour avoir plus de chance. Je l'ai fait. Et puis après, je suis rentré sur dossier à l'EDEC Business School. Et tu l'as fait tout? Lille. Je voulais partir le plus loin possible. Ah oui, bah là, t'es Parce que à ça l'opposé, distrait, ouais. en fait. J'avais envie de rester à la maison, t'as envie d'y revenir l'été, t'as envie d'y revenir en vacances. Alors que si tu pars à Lille, t'y restes. Tu travailles, tu te tais, tu t'enfermes et tu bosses, tu fais que ça. Après, quand tu vas à Lille, t'as aussi pas mal de distractions. Mais ça, je le veux savais dire, pas. J'ai tu découvert la rue de la Soif, j'ai découvert les bien jeudis sûr. soirs, je connaissais pas. Mais au moment, je me suis dit, si je vais à l'EDEC Nice, oui, tous les week-ends, je vais rentrer à la maison. J'avais une copine à l'époque qui a pas voulu me suivre. Je me dis, mais je sais très bien que si je pars et qu'elle veut pas me suivre, je vais vouloir redescendre et tout. Je voulais monter dans mon navire, dans ma petite barque et dire, ok, je vais conquérir le monde. On va chercher le One Piece, c'est parti, on part. Et je voulais vraiment qu'il y ait une rupture avec ce que j'ai connu avant pour partir à l'aventure, quoi. Quand on t'entend, que tu es très autodidacte, très pushy sur le business, limite très pressé quoi, de faire tes preuves, de te constituer ton trésor de guerre, on va dire, mais après pour en faire pas juste à des fins d'accumulation, mais bref, on va en parler juste après. T'aurais pu te dire non, moi je fais pas d'école de commerce, je suis déjà suffisamment capé, j'en ai pas besoin, j'y vais quoi. Oui, et je pense que c'est là que mes parents ont eu un équilibre intelligent. Entre la fougue du je peux bidouiller, faire un peu d'argent, je suis malin, je suis ci, je suis là. Bon, j'ai eu quelques soucis également parce que j'ai pas fait que du web. Mais j'essayais toujours de vendre tout, d'essayer trouver un besoin et fournir un service qui venait combler ce besoin, en gros, pour faire simple. Et mes parents, quoi qu'il arrive, se sont dit, écoute, le jour où tu auras quelque chose de suffisamment important pour nous faire comprendre que ça vaut le coup de lâcher ce que tu es en train d'apprendre, on te laissera sauter. Mais avec une main devant, une main derrière pour pouvoir retomber, si tu veux. Là, c'était vraiment... pour l'instant, tant qu'on estime, nous, avec plus de recul de la vie, parce que la vie, c'est le travail, et le travail, c'est dur, pour l'instant, tu vas à l'école, et tu travailles, et tu fais ça bien, et t'as des bons résultats, parce qu'on t'attend le week-end, pour qu'on en parle des résultats. Mon père et ma mère ont été très, 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 très forts là-dessus. Parce que ton papa est préparateur sportif. Oui. Donc il a une culture du résultat, et de la performance. Des biceps comme ça. Mais oui, mon maman et mon papa, c'était vraiment la vie, c'est le travail, et le travail, c'est dur, mon père. Et ma mère, c'était vraiment oui. L'amour, la famille, on est entre nous, il fait chaud, ça c'est important. Et l'équilibre des deux, ça... Et il y a un petit choc de culture quand même entre ta vision très entrepreneuriale, tout de suite je montais des business, je fais des affaires, je fais des trucs, je fais des petits machins dans mon coin, avec qui est pas forcément la culture de tes parents quoi, qui n'étaient pas eux-mêmes entrepreneurs ou commerçants. Totalement. Ouais. Et puis aucune origine, rien, je sais pas d'où ça vient. C'est Puis même mon frère qui lui était pas du tout comme ça, il était dev, il sort d'Epitech, open source. Oh, il a conduit une Aston Martin en stage, il m'a appelé, il m'a dit ok, on fait comment? C'est quoi le truc? Et depuis, entrepreneur, et on travaille ensemble, on est en binôme avec mon frangin. Donc école de commerce. Attends, juste avant de parler de l'école de commerce, tu nous disais que tu faisais d'autres choses qui n'étaient pas forcément sur le digital. T'as envie d'en parler ou pas? J'en ai beaucoup parlé dans les autres podcasts. Ça, c'est vraiment pas de l'exclu, mais j'ai fait plein de trucs. J'ai été beaucoup sur les paris sportifs à l'époque. J'avais trouvé pas une faille, mais une faille. À terme. Voilà, une petite pattern qui permettait de parier sur un match dont on connaissait l'issue. Et évidemment, c'est interdit, donc je me suis fait reprendre tout ce que j'avais, et heureusement pas trop fort, je me suis pas trop fait taper sur les doigts. J'ai importé des produits avant qu'AliExpress existe, j'allais directement importer des produits depuis la Chine, au début des batteries de téléphone, on a fait un carnage, et puis après, internat, 16 ans, un peu idiot, on a commencé à distribuer d'autres types de produits, aucune drogue, rien du tout, pas de ce genre-là, mais plus... bref. J'ai eu la chance d'aller à 14 ans, presque 15 ans, à la foire de Canton en Chine, la plus grosse foire de matières premières. Ah ouais? Incroyable. Mon père bossait en Chine dans le foot, à Guangzhou. Et du coup, il y a eu la foire de Canton et je me retrouve, foire, silicone, métal, le début des disques durs, tout à portée de main pour 25 fois moins cher qu'en France. Tu fais 95% de marge tant que t'arrives à le ramener en France. Un truc de fou. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on importait là-bas. J'avais un contact, et du coup, j'importais depuis la France. J'ai découvert FIFO, LIFO, tous les imports, exports, douanes, tous les problèmes. Et je distribuais dans la cour de récré. Puis ensuite, je payais des pions pour distribuer. Et ensuite, je payais des professeurs pour distribuer des produits. Et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Mais là, j'ai failli aller trop loin, quoi. Tu faisais tout à l'instinct déjà à l'époque, ou t'avais quand même cet aspect gestionnaire, tableau, Excel, PNL. Alors j'avais ça. Mes coûts, ma marge, etc. J'avais l'impression d'être structuré. Maintenant, je me rends compte à quel point je ne l'étais pas. Bah oui. Mais en réalité, j'avais toujours 3 piliers. Le premier, c'est un vrai besoin.
Parce que si t'as pas de vrai besoin, t'as pas de vraie solution. Mhm. Et donc, c'est du vol. Si t'arrives à régler un vrai besoin, quelqu'un est content de te payer. La deuxième chose, c'est fonctionnel. Ton bon produit. Si le truc marche pas, à un moment, tu vends pas. Et la dernière chose, c'est la confiance. Parce que je me suis rendu compte que c'est le problème que j'avais, moi, au début. Enfin, pour te dire, on vendait à un moment des vaginettes en silicone. C'était un produit phare. Tout est basé sur la confiance. Tu te rends compte que t'as 15 ans. Donc, ça anime tout le monde parce que l'esprit, t'es jeune, tu découvres. Tu te rends compte quand même que moralement ça gêne, notamment les plus adultes parce c'est encore un peu tabou, tu sais, c'était il y a longtemps. En plus de ça, tu te rends compte que tout le monde vient acheter pour un pote. Donc tu te rends compte de l'importance de la confiance que tu vas établir avec ton client parce que s'il ne te fait pas confiance, il a peur pour lui, privé, si tout le monde le sait, si tout le monde le raconte. Et du coup, j'ai commencé à m'orienter vers les pions. Plus âgés, ils prennent plus de risques que nous et donc encore plus discrets et tout le monde a encore plus confiance. Et le mieux, les profs parce qu'ils changent d'établissement. T'élargis ton marché. Et je me suis rendu compte à quel point c'était, quel que soit le tabou, quel que soit le sujet, si moralement c'est correct, et moi j'estimais que ça l'était totalement, hein, il y a un besoin, il y a des gens qui, moi je fournis, de la qualité, point barre, et ensuite faire en sorte que, quel que soit le business, que ce soit tech ou non, du serveur Minecraft à la batterie de téléphone ou au truc un peu plus exotique, la réalité c'est un besoin, une relation de confiance, et pour que ce soit durable, il faut que la personne soit contente de sortir son billet en échange du service qu'on lui rend. Et j'étais basé là-dessus. Très clair. Eh ben t'as vu, c'est les 3 clés du business. Il y a une part d'intuition, pas toujours besoin de gros livrets de compte pour pour bien. Et bon, après, moralement, tu te rends compte qu'il y a des axes, il y a de la régulation, il y a du cadrage. J'avais pas encore tout le côté légal, c'était de la poignée de main, du petit billet, c'était. Ouais, c'est pas le sujet de ce podcast, donc on va pas creuser l'aspect non plus moral ou légal, prescription de tout ça. Mais bon, tu me parles de vaginette, de pion et de prof, tout ça ensemble, moi, je trouve ça un peu chelou, là, comme ça. Ah, mais mis bout à bout comme ça, tu m'étonnes. Ça l'était. Pas pour moi, mais ça l'était. Ok. École de commerce, tout s'est bien passé? Tout à fait. Alors, t'avais un peu d'avance sur tes camarades? Absolument pas. Ah non, moi j'étais en moyen. termes de vision, de logique, de mentalité, tout le monde avait tu sais, t'arrives en école de commerce, tout le monde a l'impression d'avoir la science infuse et un peu d'avance sur ses camarades. Non, mais toi t'avais pas que la science infuse, t'avais l'expérience déjà, quand même. J'avais de l'expérience, c'est sur ça que j'ai été pris d'ailleurs, hein, parce que mon dossier était très limite. C'est vraiment sur mon pitch, sur le moment où je les ai rencontrés, qu'il y a eu un bingo et que j'ai pu passer. Mais pourquoi ça m'étonne pas? Mais c'est vrai que j'avais pas l'impression, je me sentais même un peu en dessous. Parce que j'arrive entre guillemets sur le continent, tu sais, moi j'ai presque vécu en Corse tout le temps, un peu à Reims, un peu à Metz, mais presque tout le temps en Corse. J'arrive, mes parents me disent, écoute, gros emprunt pour nous, on t'envoie dans cette école, tu peux pas te rater, on peut pas te payer une année de plus, c'est chaud. J'arrive dans une école où première soirée que je fais, j'ai un de mes camarades de classe qui met 15 000 € d'alcool le soir. Ouais. Waouh, tu te sens tout petit. Et pour autant, maintenant, je me rends compte que son argent à lui qu'il avait monté avec son business. Oui, c'était probablement son business model. Ou alors celui de son père qui bosse au CAC 40 depuis quelques années. C'est différent quand même. Non, c'est très clairement ça. Et c'est ça que j'ai vu. Qui s'est fait aussi un peu lui-même et qui avait monté son petit business et qui met totalement un 15 000 en boîte. Et pourtant, aujourd'hui, il va avoir une bonne place parce que c'est l'entreprise de son père. Mais que de dépenser l'argent qui ne t'appartient pas. Tu vois. Mais moi, j'avais la dalle. Et c'est ce qui m'a donné envie d'apprendre. Lui, il a rien appris. Il avait pas envie. À quoi bon avoir envie quand on a déjà tout? Et au début, par contre, tu te sens petit. Je me sens pas science infuse. Au contraire. Par contre, t'as tout le temps des idées. Et je me souviens de la première idée que j'ai eue sur Bitcoin. Mur de promo, peut-être 2015 ou 2016 à l'EDEC. Je parle, qu'est-ce que vous pensez de Bitcoin et des crypto-monnaies? Oh, la saucée, la traînée de boue que je me suis pris. Premier moment où tu te sens honteux chez toi, t'as pas envie d'aller en cours le lendemain. Puis tu t'es humilié devant les 500 Alors, dans quel cadre t'as pitché ça? Oh, ben, moi, j'ai juste été en stage première année dans la boîte de mon frère. Qui a lancé après l'Aston Martin, il voulait lancer sa boîte. Vivoca, qui existe toujours aujourd'hui. Et il faisait quoi, cette boîte? Reconnaissance vocale. D'accord. Okay. Pour faire simple, Google Home, tu fermes tes volets. Mais si t'es le patron de Peugeot PSA ou le patron de quelqu'un dans la pharma et que tu veux faire un assistant vocal qui comprend les besoins de tes employés, Google, je n'ai pas compris votre demande. Eux, ils font de la voix sur mesure. Et ils t'injectent ça dans n'importe quel truc avec un micro et une enceinte pour que tu puisses parler à la machine. Et du coup, je vais en stage chez lui, première année, je vais dans la boîte de mon frère, c'est la grande aventure, c'est Metz, c'est un peu comme San Francisco. et on commence à bosser. J'étais d'ailleurs le premier stagiaire directeur marketing de l'histoire de l'humanité. Bref, on était 4 quoi. Tu sais, c'est un petit groupe. Bien sûr. Et tu commences comme ça et là, il y a un de ces techs qui entre midi et deux, ouais toi, les serveurs Minecraft, les jeux vidéo, World of Warcraft, les points, les allopass, tu connais pas le Bitcoin? Et là, il m'envoie un pitch. Et je lis le truc de Bitcoin, comment ça marche. En gros, un système qui permet de faire des transactions de particulier à particulier sans tiers de confiance, sans banque. Et je me dis, c'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Je rentre chez moi, j'essaye, je m'envoie d'un portefeuille à un autre. J'essaye de dupliquer un Bitcoin. J'essaye de l'envoyer, de couper Internet, de voir si je l'avais encore des deux côtés. J'essaye de cheater, quoi.
Tu cheats pas, Bitcoin. Tu peux pas. Mm. Et là, je me suis dit, mais c'est de l'or. C'est de l'or. Ce truc va changer le monde. Et là, pendant 1 an, t'en parles à tout le monde et tout le monde te dit t'es un malade, t'en parles à tes parents, t'arrêtes pas tes études, on va t'étrangler, t'en parles à ton frangin, écoute, t'enflamme pas parce que ça fait quand même depuis 2008 que le truc existe et on est en 2015, Et là, on est en quelle année là 2015. Ouais. Et donc là, le truc, il est à 100 € pièce, vas-y doucement, enfin 200 € pièce. À cette époque-là, le Bitcoin était à combien? Ouais, $200, je pense, donc peut-être 150 € à l'époque. Et là, j'étais persuadé jusqu'au moment où je me dis, ok, je suis frustré, je suis tout seul, j'ai l'impression d'être tout seul et je vais faire une chaîne YouTube. J'en avais déjà fait une pour parler de Minecraft à l'époque. Tu parles quand même à Pentakill 2B. Le pseudonyme que tu te mets au début. 2B comme le département de la Haute-Corse, mais bien voilà. sûr, tout le monde met son... J'ai commencé très bas. Et ensuite, je me suis dit, ok, je vais parler. En fait, j'avais juste besoin de pas être tout seul. D'abord, Et tu racontais quoi alors? ce que je trouvais fascinant dans le modèle, qu'est-ce qui me plaisait, essayer de vulgariser parce qu'il n'y avait pas de contenu en français, donc j'y allais sur du Google Traduction, moi je parlais pas anglais, et je faisais un truc qui était entre guillemets médiocre, mais j'en étais très fier, tu vois, j'étais très fier de ce que je faisais, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de tomber sur des gens qui me disaient, en effet, t'es pas fou, ce truc est énorme et ça va tout changer. Et là j'arrive quand même au bon moment, parce que 2016, lancement de ma chaîne, tellement persuadé et surtout j'étais tellement pas au courant des risques du conseil en investissement et tout, j'étais encore trop, je manquais de recul là-dessus et donc je disais aux gens, vendez votre maison, vendez votre bagnole, achetez du Bitcoin et de l'Ether vite. Ether à 2 € pièce. Ouais. Et là, quelques mois après, l'Ether passe à 75 € pièce. J'ai gagné quelques milliers d'euros, mais pas plus, et j'ai mes premiers abonnés qui sont millionnaires, voire multimillionnaires. Ah ouais, parce qu'il y en a qui t'avaient vraiment écouté. 5-6 000 abonnés à l'époque. Et là, j'avais des business angels. Là, je commençais à avoir des cadeaux qui pleuvaient de partout. Ils ont voulu m'offrir des voitures, des appartements. Moyenne d'âge de mes abonnés, 35 ans à l'époque, 35-40 ans. Et donc, qui, eux, avaient appliqué tes conseils, quoi. Ouais, où le mec, il a mis 4000 balles et il a fait x30. Alors, la prochaine fois que je fais une vidéo et que je dis achetez ça, il pose pas de questions, quoi. Ouais, c'est clair, et là, je me suis dit, bon, t'as eu de la chance, bon endroit, bon moment. Autant essayer, maintenant que t'as capté de la valeur et que t'as été au bon endroit au bon moment, de comprendre les risques que t'as pris, parce que ça pouvait aussi aller dans l'autre sens. Bien sûr. De ne faire en sorte que ça n'arrive plus. En tout cas, du moins, sans les risques et sans le répète du disclaimer. Et pour finir, t'as des business angels, t'as des gens qui craignent à toi. Donc, mon père me dit, voilà, soit tu vas claquer ton argent, tu t'achètes une belle voiture et tu fais le malin avec tes copains qui font les malins aussi. Soit tu travailles dur en espérant mériter la chance que t'as eu un jour et peut-être la créer cette valeur finalement. Ces vidéos, elles sont encore en ligne? Elles sont en non répertoriées. Ouais, bah oui. Non, parce que elles sont risquées. J'ai tout. Même les vidéos de Minecraft. Non, mais bien sûr. J'ai des vidéos où j'ai 12 ans, je suis devant la caméra. Caché. Là, tu les as mis en non répertorié. Mon Skyblog a été supprimé, mon ancien Twitter aussi. Ah ouais. Non, t'assumes pas ça? C'est pas que j'assume pas, mais c'est que la moindre petite phrase qui était la moindre petite blague un petit peu limite que t'as dit quand t'avais 13 ans, on va te la sortir aujourd'hui à 25 alors que t'as 15 boîtes et on va te tenir responsable. Toi, tu flippes qu'un jour il y a une émission un peu comme les enfants de la télé mais pour YouTube, tu vois, les enfants de YouTube où on t'invite, on ressort toutes tes extraits. Ouais, puis j'ai vu certains messages que j'ai mis, je me suis dit mais quel idiot d'avoir mis ça, ou alors je retweetais une blague un petit peu limite et je me dis maintenant dans la société qu'on est aujourd'hui, la blague un peu limite, elle passe plus du tout. Et surtout oui, avec j'avais 14 ans, j'étais comme ça, tu vois. Surtout avec l'importance que tu as prise aujourd'hui en termes d'audience et de taille de communauté. C'est ça, puis on a quelqu'un qui dit une connerie qui est suivi par 2 personnes, bon. Ouais, puis t'as des gens, ils ont une touche d'humour, ils sont un peu eux-mêmes, moi, c'est très financier, argent, régulation, volume. C'est très, mon audience, c'est pas une audience qui vient chercher des blagues. Alors, un petit peu plus sur mon Twitch, parce que les gens viennent chercher du ON, pas que du hasher. Mais sur ma chaîne YouTube principale, elle est regardée par des régulateurs, elle est regardée par des personnes qui sont en train de construire le droit aujourd'hui, des gros entrepreneurs. Je peux pas me permettre de donner la même image de moi en fonction du réseau et en fonction de l'audience que j'ai. Donc ta chaîne YouTube, Asher. Oui. Pour la petite anecdote, t'avais d'autres noms en tête à l'époque de Asher? Pas du tout. Une machine de minage, elle a une puissance de H. Oui, non, je sais. Et donc je mets Asher, ça passe, c'est un peu comme tu crées ta chaîne football, tu dis je vais m'appeler l'équipe, t'appuies sur OK, tu dis bon on est arrivé tôt. Non, mais là tu dis c'est bon, hop, on passe à autre chose, j'ai trouvé c'est ça. OK. Ouais, j'aime bien. Là, j'ai pas réfléchi. Ok. Et j'ai failli mettre Asher 2B. Non, je plaisante. T'imagines? Si ça se trouve, t'aurais eu une destinée totalement différente. Ouais, grave. Tout aurait changé. Quoique. Et donc, au démarrage, cette chaîne YouTube, ça t'occupait 100% du temps? Jour et nuit. J'allais plus en cours. J'écrivais des scripts. Je pensais comme une obsession de gosse. Ouais. Comme une obsession de gosse. Et surtout, je me sentais tout seul, tout le monde commençait à me tourner le dos, j'allais commencer à arrêter de m'intéresser à ça parce qu'il fallait que je bosse en cours.
Et là, je fais un coup, je gagne un peu d'argent. Des gens me remercient de la vraie gentillesse, du vrai merci, des vrais messages de 4 pages où le mec t'explique que voilà, maintenant sa vie va changer et les gens vont arrêter de le prendre pour un C'est con. incroyable. Et toi, t'es un gosse, tu dis, mais en fait, j'ai créé un truc qui me dépasse. Et là, je me dis, là, je me sens bien. C'est moi, en fait. Ça marche ou ça marche pas. C'est ce que je veux ressentir. Et là, caméra, mon premier micro. Je te donnerai pas de marque. Tu peux y aller. Hein, Rod, non, c'était pour la blague de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mais tu vois, voilà, tu vas rebondir là-dessus. Et j'ai monté mon petit truc derrière mon ordinateur, amélioré ma caméra, tombé sur quelqu'un tout toi-même. Au début, tout. Mais assez vite, vers mes 30-40 000 abonnés, quand j'ai terminé mes études, enfin, j'ai fait un échange à l'université de Dayton. Et après, quand je revenais, j'avais terminé mes études. C'était l'engagement que j'avais, j'avais terminé. Je pouvais continuer en télétravail, en gros. Et à distance. Et là, je tombe sur un bonhomme, Dimitri, qui est à la tête du coup de Vega Management, société du coup qui fait de la gestion de l'influence, du montage, du référencement. Et lui, il me dit à l'époque, écoute, je sens que tu as percé. Je te file un coup de pouce, je te back, je te structure et j'essaye de t'aider à développer ta chaîne comme un manager. Et en échange, le jour où ça décolle, t'oublies pas, quoi. Ouais. Et lui, depuis, c'est devenu un très bon associé, un ami de confiance. Il a pris des parts dans certaines de mes boîtes, j'ai pris des parts dans les siennes. Et c'est aujourd'hui lui qui s'occupe de tout. Toute ma gestion, ma structuration YouTube, déclinaison, autres réseaux sociaux, mais également de différents influenceurs et différents médias avec qui on travaille. Parce que après, j'ai fini par décliner la chaîne YouTube Asher en plein d'autres types de produits et services, en fait. Et donc, avant de parler de cette déclinaison, donc explique-nous comment tu fonctionnes avec Vega. Donc, tu fais toi-même tes vidéos. Tu lui fournis juste des pistes vidéo et de temps en temps, c'est lui qui m'envoie des idées de script, de tendances, parce qu'il n'a pas que le côté monteur technique. Il y a aussi le politiquement ça passe pas. Moralement, ça va pas. Avec le changement politique en cours et le discours qu'on peut avoir en ce moment, tu peux pas dire cette phrase de telle façon. Je laisse pas sortir ça. Tu sais, c'est une barrière très réfléchi, tu vois, c'est particulier. Et donc ça, il s'en occupe, que ce soit sur les idées de base ou que ce soit sur le travail. Parce qu'il y a aussi des associés de toutes mes boîtes crypto qui, des fois, sont pertinents sur un sujet et ils bossent avec moi sur le sujet. Mais généralement, je fais mon rush, je leur envoie et ils me rendent le fichier clé en main, tout monté, tout. C'est un service premium, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher que si on demande à quelqu'un normal qui monte des vidéos humoristiques, mais je n'achète pas que du montage. J'achète le conseil, le recul, l'idée de déclinaison et le OK. Là, il y a tel réseau qui est en train de se développer, on doit décliner là-dessus, on doit partir là parce que dans 3 ans, ça rémunère. Ils m'ont mis 1 an et demi avant sur TikTok. J'étais contre l'idée parce que j'avais pas compris, parce que j'étais simplement, réfractaire à, il fait non, ça se positionne, les flux arrivent de là, la conjoncture fait que, à un moment, il va y avoir quelque chose qui va croiser soit l'audience, soit les flux financiers, soit il faut que tu te positionnes là. Et aujourd'hui, on le voit avec la rémunération. C'était un très bon conseil. Exactement. Et ça, c'est des trucs où lui, il a cette expérience influence, réseau, que je n'ai pas. Et c'est lui qui t'accompagne aussi sur TikTok, du coup, c'est Vega. La déclinaison, c'est Vega aussi. Et du coup, j'ai fini par, c'est mon pote, il m'a dit, écoute, t'es notre plus gros client, rentre au capital. Et du coup, j'ai investi et fait de Vega l'un de nos bras armés dans ce segment, quoi. Ok, trop bien. Et donc sur TikTok, tu publies des extraits de tes vidéos YouTube. Vidéos YouTube, mais également tout autre fichier vidéo dans lequel j'apparais, dans lequel j'ai les droits. Tu recroises? Tu fais référence à quoi? Que ce soit des passages télé, que ce soit des passages sur d'autres émissions. Par exemple, quand il y a eu le passage avec vous c'était sur la Martingale, j'ai demandé si j'avais le droit d'utiliser ça pour prendre 2-3 passages de mes réponses. Et donc, en gros, dès que les gens me donnent l'autorisation, moi, je fais du contenu et je décline parce que TikTok, c'est un format particulier. Et il y a une façon de le faire, quoi. Et du coup, il faut beaucoup de volume pour avoir un extrait sympa. Quoi. Tu publies encore toi-même? Pas du tout. Sur YouTube, oui. C'est tes partenaires qui ont accès à tes comptes. Alors, et tac. Sur la plupart des réseaux, sauf Twitter, c'est moi. Ouais. Même si c'est pas moi qui gère la messagerie, mais Twitter, c'est moi en direct. Et YouTube, la chaîne principale, quel que soit le niveau, sauf exception où je peux pas, je m'occupe de la mise en ligne, je lis les commentaires. Parce que même si c'est énergivore et que c'est chronophage, je pense qu'il faut garder quand même une touche avec la réalité des gens. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, sinon tu montes et tu perds totalement la réalité de ce qui se passe sur ta chaîne. Avant de te professionnaliser en tant que créateur de contenu, tu arrives à tirer des revenus de ta chaîne YouTube? Non. C'est-à-dire qu'au tout début, ce qui m'a fait gagner, c'était mes investissements. Puis même aujourd'hui. En fait, ça a pris une ampleur. C'est tellement démesuré ce que j'ai gagné en investissant que tous mes revenus de toutes mes boîtes confondues, c'est 4% ou 5% de ce que j'ai. Et surtout, je vise les valorisations des structures. Donc, j'ai même pas envie de me payer avec ça. J'ai 4 types de revenus. Les revenus publicitaires, c'est ridicule.
Les meilleurs mois, c'était peut-être 2 ou 3 000 euros par mois, mais ridicule proportionnellement au reste. Là, tu parles de YouTube essentiellement, mais parce que c'est la pub automatique de Google, Voilà, de YouTube là. YouTube et même les autres, hein, Tu Instagram, Ouais. Facebook, Twitter. Alors, je Est-ce que tu rémunère faisais pas la plupart. du sponsoring en dur, on va dire, dans YouTube? Alors, pas en dur au début. Au début, Ouais. c'était de l'affiliation. Je prenais un commissionnement sur les apports que je faisais. Ça, c'était bien rémunérateur. Maintenant, ça l'est encore plus parce que tu sais, c'est du lifetime. Moi, j'ai fait des bêtises au début. Je voulais faire du sponsoring. One shot. C'est bien, mais c'est du one shot. Mais tu comprends pas quand t'as faim. Qu'il vaut mieux prendre 5 euros par jour toute ta vie que de te prendre un gros chèque de 1500 balles. Tu comprends pas. Tu vois, et normal, j'avais faim, j'avais pas les moyens, j'avais tout arrêté pour ça. Ça devait marcher, j'avais pas le choix. Donc, j'ai pris des mauvaises décisions. Quelques petites sponsoring au début, des sponsors dont j'étais plutôt fier parce que j'ai jamais mis en avant trop de mauvais projets, puis tu peux vite le faire sans le vouloir dans la crypto. Et ensuite, j'ai commencé à switcher sur un modèle plus hybride. Je vous apporte des volumes, je vous apporte de l'intérêt, je m'occupe de votre image et en échange, je veux des revenus récurrents. Je veux de la commission. Je veux du MRR pour générer de l'EBITDA en bout de ligne. Et c'est ce qui a fait maintenant le plus gros de mes revenus, mais avant c'était le sponsoring, même si les montants étaient assez chers dans la crypto parce que je faisais 20 000 vues, mais c'était que des investisseurs, des key opinion leaders, que des chefs d'entreprise, que des mecs qui avaient des gros moyens. Ça m'est arrivé de faire un sponsoring pour une entreprise et un de mes abonnés la rachète. Donc c'était un peu particulier comme approche. Et puis là, 600 000 abonnés, moyenne d'âge 34-35 ans maintenant que ça s'est rajeuni encore. Ah bah oui, t'es sur une cible publicitaire que tout le monde a envie d'atteindre. C'est, disons qu'elle est très particulière et très tournée finance en plus. Ouais. Et pour finir, le dernier level, ça a vraiment été mon exposition me donne le droit à une visibilité en tant qu'entrepreneur avec mes boîtes d'investissement et en tant qu'influenceur, ou du moins, j'aime pas le terme influenceur, mais en tant que créateur de contenu, un positionnement et une exposition, ce qui fait que je vois beaucoup de choses. Donc je comprends comment fonctionne le marché, je peux me positionner au bon endroit, j'essaye de le transmettre le mieux à ma communauté, modulo les risques et le disclaimer. Et à côté de ça, là, j'ai fait des très très bons investissements parce que j'y ai cru très tôt, très vite, et j'ai tenu mes positions. Ouais, t'as eu accès via ta position à des dossiers limite en avant-première ou très tôt, où t'as proposé peut-être des investissements. C'est ça, et des que fois même t'aurais de les jamais vu partager. passer autrement. Quoi. Alors ça, c'est certain, c'est une certitude absolue. Il y en a beaucoup qui aiment pas le dire en mode non, je vois pas que oui, bien sûr. Il y a des gens qui m'ont permis de rentrer dans des projets à des seeds d'entreprises. Enfin, j'ai pu rentrer au nominal de certaines boîtes, alors que je voyais des gars à la table, ils avaient 200 millions de valo perso. Je n'ai pas le droit d'être à cette table, normalement. C'est ce privilège-là. Et donc, essayer de travailler, avoir la visibilité, toujours que ça respecte mes lignes morales, parce que c'est important, sinon on s'y perd, et je suis rentré dans des bons trucs. Et à côté de ça, j'ai transformé le côté YouTube que j'avais, et je l'ai industrialisé énormément pour pouvoir le changer d'échelle. Parce que fallait le distribuer. Alors, comment t'as fait ça? En fait, au début, je monte une boîte. Je la monte pas en France, je la monte au Luxembourg parce que l'un de mes gros clients ne veut pas envoyer de l'argent pour de la crypto en France. Il a peur que la banque le bloque. D'ailleurs, j'ai eu une petite embrouille avec le Grand-Duché du Luxembourg à l'époque. J'ai eu mon premier problème légal parce que j'ai racheté une boîte bien plus vieille que moi qui avait des soucis de TVA. Je deviens gérant, le mec disparaît, responsable. Eh oui. Là, j'ai vraiment cru que ça allait me faire peur, mais je m'en suis bien sorti. Bon, c'était pas ma faute, mais je m'en suis bien sorti quand même. Et là, je monte une boîte, tu sais, juste pour facturer mes vidéos. Puis après, je me rends compte, je fais ce switch en mode, ok, j'ai plus besoin d'argent, on ne cache pas à 1000 euros près, donc passons sur du variable. Petite monnaie, durable, et on rend ça une situation pérenne. Là, je commence à faire un truc intéressant, parce que je commence du coup à pouvoir staffer, pouvoir prendre des gens, et toutes mes boîtes évoluent. Donc cette boîte-là a commencé à couvrir le marketing de mes autres sociétés. J'avais mes clients, c'était mes propres boîtes. Ensuite, j'ai des gens qui me faisaient confiance. Ils me mettent un budget, je fais une vidéo. Ils me remettent un budget, je vais pas faire une deuxième vidéo, ils me font, t'as qu'à lancer tes réseaux sociaux. Je décline mes produits acheteurs. Et après, je commençais à avoir beaucoup de demandes et les mecs me proposaient des plus gros budgets. Donc, je commençais à apporter des deals à des youtubeurs, des influenceurs, des médias, et je commençais à apporter des deals à des sociétés qui mettaient des panneaux dans les rues, à des télés. Je commençais à apporter des deals à d'autres influenceurs et je me suis dit, mais en fait, c'est une agence marketing. Et c'est la H Consulting, cette société. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, moi j'ai aussi une compétence en régulation. Je sais ce que les influenceurs peuvent dire pour rester dans la norme et valider tous les cases de l'AMF pour faire de l'influence responsable. Je sais également quel piège. Je sais également sur tel exchange quelle est la commission maximum que peut avoir un influenceur. Qu'est-ce qu'un bon, qu'est-ce qu'un mauvais deal. On va devenir agent. On a staffé, on a pris quelques têtes chez nous, des gars très crypto et des gars un peu plus seniors dans le monde qui sont aujourd'hui CEO et CEO de l'opération, Maxime et Mathis. Et de fil en aiguille, on a commencé à dire, ok, maintenant je veux des deals où je suis même pas dedans. C'est même pas pour Asher. La marque, elle vient. Elle donne du budget à la H Consulting. La H Consulting s'occupe de son image, sa régulation et son interaction vis-à-vis du régulateur français pour être dans les clous. Et on a fait de la com pour plein de sociétés crypto et financières.
Ok, hyper intéressant. Donc t'as scalé un peu tout ça et c'est aussi parce que t'avais des appels entrants que tu pouvais plus prendre en fait. Trop, j'arrivais à gérer une demande sur 100. Ah oui. Donc même en enlevant les projets pourris, après une bonne curation, il t'en reste 10 bons. Moi, je peux pas trop en faire parce que sinon t'en mets plus. Enfin, ta commu, c'est un deal que t'as avec. Tu sais, tu leur mets une sponsor dans la gueule toutes les semaines, c'est pas beau. Alors que leur dire, écoutez, je m'engage à ce que même dans un contenu sponsor, il y ait une richesse intellectuelle, qui est un truc, qui est une on est bien, quelque chose on est qui bien fait d'accord apprendre. avec ça. Ouais. À côté de ça, une sponsor tous les 2 mois et je m'engage à promouvoir les meilleurs. Ce qui fait que j'ai bossé avec aucun exchange pendant 2 ans alors que c'était les plus gros chèques, mais je voulais Binance. Parce que c'est eux qui avaient les plus gros volumes. Dans beaucoup de choses, j'ai attendu d'avoir des boîtes qui étaient régulées, qui avaient le tampon de l'AMF pour pouvoir bosser avec eux, ou qui avaient certaines licences, ce que d'autres n'ont pas fait. Mais je voulais pas rayer cette image, et surtout, j'avais plus la fin au vendre. Donc j'étais plus patient, et c'était plus facile de prendre ces bonnes décisions. Comment on fait pour, en tant qu'influenceur, enfin en tant que créateur de contenu dans l'univers des cryptos, du Web3, dans le contexte actuel, où on va dire que les cryptos ne sont pas forcément au mieux? La plupart des influenceurs soit arrêtent et se tournent vers autre chose. C'est des gens qui surfent des tendances. Soit augmentent leur prix et acceptent des deals un peu moins quali. Ça fait malheureusement partie de la vie. Quand tu dois bouffer, tu dois bouffer. Mais la vraie stratégie, c'est tu diminues ta voilure, tu diminues tes dépenses récurrentes et tu essayes de capitaliser sur tous tes revenus récurrents que tu avais signés quand tu l'as fait. Et quand tu as pris que des one-shots, tu sprints. Parce que là, maintenant, tu n'as plus le choix. Mais il y en a quelques-uns qui sont en train de mourir. C'est un peu comme les startups crypto. C'est pareil. Mais il y en a beaucoup qui réagissent mal ou augmentent leur prix pour essayer de survivre. C'est très dur. C'est très très dur, sauf certains avec qui on est et qui ont appris de nos erreurs à nous finalement et à qui on a dit faites-vous de la trésor, préparez-vous bien à ça, apprenez à travailler votre capital parce que cette exploitation financière peut vous permettre de traverser une période où l'exploitation audience ne fonctionne plus. Et normalement, si tu es suffisamment premium, tu te dois de dire à certains de tes clients qu'il faut plus faire de marketing en ce moment. Quand tu es une agence marketing, c'est dur. Ton job, c'est de gérer des budgets, de prendre de la com. Mais un vrai bon client qui te donne 150K par mois depuis 1 an, tu lui dis, écoutez, pendant les 3 prochains mois, je serai vous, je ne mettrai pas de budget. Ce n'est pas intelligent. Ce client-là, dans 3 mois, il revient. Avec parce 200. que tu t'es occupé de ses intérêts avant les tiens. Mais tu peux faire ça que quand tu as de la trésor, que quand tu peux dire à tes gars, structurons-nous, on veut telle licence, on va faire des process, on s'occupe sur nous en interne, parce qu'on a 2 fois moins de deals. Et on se rend compte que on n'en a pas 2 fois moins. Parce que t'as toujours des gens qui veulent faire de la com pour pallier le manque de chiffre d'affaires. T'as des gens qui viennent en mode, on a du temps. Nous, ce qu'on voudrait, c'est être sûr de faire une communication institutionnelle qui correspond au régulateur. Nous, on veut se structurer. Nous, on veut parler d'image. Nous, on veut faire un rebranding. Nous, on a un problème dans tel pays. On veut percer tel marché. Et tu te rends compte qu'en fait, quand tu n'es pas de l'acquisition client, là où on est excellent chez LH Consulting, en fait, t'as d'autres problématiques. On commence à faire de la formation dans des banques, des institutions, et on commence à accompagner des grandes boîtes sur la stratégie d'ouverture blockchain et crypto. Des fois, c'est juste du conseil. Ça n'a rien à voir avec du média. Mais c'est la même expertise parce qu'en réalité, on est moyen plus dans tous les domaines, et c'est le fait d'aligner toute cette expertise qui fait de la vraie valeur ajoutée. Donc Just Mining, H Consulting, il y a aussi plein d'autres boîtes, tu me racontais ça avant qu'on appuie sur Rec, avant qu'on démarre cet enregistrement, il y a plein d'autres boîtes dans lesquelles tu as investi, qui n'ont d'ailleurs rien à voir forcément avec le Web3 ou la crypto, on pourra peut-être en parler un tout petit peu juste après. Est-ce que tu arrives encore à te dégager du temps pour tout le volet édito quand même de ton activité qui est important? Un petit peu dur en ce moment. Heureusement, les sujets me tombent dessus, il y a des sujets évidents qu'il faut traiter. J'ai de plus en plus de gars pour avoir une bonne base. Là, par exemple, aujourd'hui, je sors une vidéo sur la régulation MiCA, la régulation des cryptos. C'est barbant. Par contre, j'ai des mecs exceptionnels derrière, notamment le compliance officer de ma boîte, qui m'a fait un script nickel. Il m'a dit en moins de 15 minutes, tu peux préciser 600 pages de texte, alors que ça concerne tout, les entreprises, les particuliers, tous ceux qui ont des NFT. Il me fait, regarde, fais-toi un challenge en moins de 15 minutes, la régulation. Le truc le plus dur, le plus scolaire, tu le mets ludique et tu dois le rendre digeste. Ok. Et du coup, j'ai des sujets qui viennent à moi, et comme je suis vraiment au front de comment il évolue cet écosystème et qu'il y a beaucoup de nouveautés, t'as du sujet. Par contre, pour faire ça vraiment bien, des fois, il faut plus de temps et j'en manque. J'en manque. Et donc, au lieu de faire 4 vidéos par mois, ça m'arrive d'en faire 2 ou 3, mais je préfère faire ça bien que me dire, c'est pas grave, je fais 4 sujets, mais dans les 4, il y en a 2 qui sont nuls. J'ai pas envie de livrer ça. Ouais, t'es pas dans une logique mathématique à te dire il me faut à tout prix ma vidéo par semaine qui va être déclinée en 4 TikTok et 3 carousels sur Instagram, etc. C'est ça. T'as des métriques comme ça, mais globalement, je préfère dire écoutez, on sort pas de vidéo cette semaine plutôt que de dire on va sortir une bouse aux gens qui m'ont toujours fait confiance et qui me confient leur temps, quoi. Si les mecs, ils suivent ta chaîne et ils viennent consacrer du temps à ton contenu, essaye de livrer faut que tu sois fier de ton livrable, quoi.
Donc YouTube 600 000 abonnés, Twitter 350 000, 130 000 sur Insta, 33 000 sur LinkedIn. 33 000 sur LinkedIn? Ouais, tu vois, je t'apprends des choses. 65 000 sur Twitch et 250 000 sur TikTok. Dans la creator economy, il y a des supports, des plateformes qui sont des plateformes reines. Toi, c'est YouTube, par exemple. C'est une plateforme sur laquelle tu mets du contenu original. Et t'as d'autres réseaux sociaux qui sont plutôt des plateformes pour faire rayonner ton contenu original. Et des fois, c'est une T'es un peu dans cette logique-là? Il y a un autre angle. Oui et non. Déjà, il y a aussi Snapchat, il y a la newsletter, c'est il y a notre site internet, il y a la chaîne YouTube secondaire qui est un backup de la chaîne principale mais qui reprend les rediffusions de Twitch. Il y a vraiment, on a mis vraiment beaucoup de choses en place. Le médium. Bref, le truc, c'est que ça dépend. Pour moi, c'est du maillage interne. C'est-à-dire que tout Internet doit être connecté. Toutes les communes doivent se croiser. J'essaye de ne pas distribuer les mêmes choses. Sur TikTok, j'essaye toujours de faire en sorte que même si quelqu'un a déjà vu les passages sur YouTube, la musique, le ton, le rythme donne une énergie différente que l'information globale que tu as dans un contenu. Sur ma chaîne YouTube secondaire, c'est le best-of, donc le condensé de Twitch. Sur le Twitch, c'est le truc le plus original. C'est moi en live, je plaisante, je rigole, je viens voir ma commu. Je ne suis pas le faux 25 ans costard-cravate qui fait de la finance. Non, je suis plus Owen. Sur la chaîne principale, c'est vraiment mainstream, le plus intemporel possible. Contenu froid, éducation pour tous et grosse tendance d'investissement. Sur Instagram, c'est vrai que ça permet de connecter tous les réseaux entre eux, mais des fois c'est un peu plus de l'actualité, du ping-pong. Et ce qui interagit le mieux sur mon instant présent, c'est Twitter. Twitter, c'est j'ai une idée, je pense à ci, oh une vidéo, finalement non, regardez ce TikTok, il est vraiment mieux que les autres. Et je tourne, je gazouille réellement et je tweete réellement. Sur TikTok, du coup, c'est la puissance de l'algo, mais également des moments clés. D'ailleurs, les trucs qui buzzent le plus, j'autorise pas mon équipe à le mettre en ligne, parce que c'est souvent un moment, tu sais, où je fais une vidéo pour dire ce que je pense du système français pour les entrepreneurs, 20 minutes de bien, 20 minutes de mal, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Le problème de TikTok, c'est que tu vas prendre 1 minute 30 où tu dis du mal pour faire le buzz. Non, faut nuancer mon propos, sinon il a pas de sens. Et du coup, ça tue un peu mes managers, parce que je leur dis non, c'est pas la vraie image. J'en dis du bien, j'en dis du mal, soit vous mettez les deux, soit vous mettez pas. Sur TikTok, en 3 minutes, tu mets pas les deux. Donc je dis, bah tant pis, on n'en parle pas ici. Puis 3 minutes, t'es large, hein. 3 minutes, t'es large, c'est ça. Donc, bref. T'arrives à avoir des bonnes perfs de conversion sur TikTok? Je vais pas te mentir, TikTok, c'est le réseau que j'utilise le moins. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'argent dessus, mais je n'ai encore jamais fait de sponsor sur TikTok. Je n'ai encore... je voulais vraiment donner du contenu et j'ai tellement été dégoûté par les influenceurs TikTok que je me suis dit, ok, dans un premier temps, tant qu'il y a cette image dégueulasse du bonhomme qui dit « Vous voulez devenir millionnaire sans rien faire en 15 heures, faites-moi confiance ». Tant qu'il y a ce mood-là qui me dégoûte, je refuse de faire du sponsor. Quand ce sera plus sain, qu'on pourra faire ça mieux, je commencerai les sponsors TikTok ou parler en 1 minute ou 2 minutes d'un produit que j'aime bien. Mais pour l'instant, pour moi, tous les gens que je connais, la plupart des gens que je connais qui ont percé sur TikTok dans la finance, c'est vraiment du bullshit, quoi. C'est vraiment du, oh, dis un truc stylé pendant 1 minute 30 avec une musique triste. Non. Essaye de donner du contenu et de la valeur ajoutée. J'en ai pas vu. Ouais, pas intéressant. Beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Après, quand je parlais de transfo, ça peut être aussi via un call to action pour s'abonner à ta newsletter ou s'abonner à ta chaîne YouTube, tu vois. C'est vrai. Tu fais ça? J'ai même pas encore appuyé. Parce que là, on va rentrer dans cette phase où maintenant, je vais faire des tests. Je vais mettre des budgets, je vais dire, OK, on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. On voit ce qui marche le mieux, incrémentation empirique, tu connais tes segments qui marchent. Pareil pour un client qui veut faire un truc que j'ai jamais fait, je lui dis, écoute, je prends la responsabilité. Je te fais moins 50% parce que tu vas me permettre de faire un proof of concept sur ce produit et si ça marche, je le fais. Et généralement, je passe par des boîtes qui sont des potes à moi ou des entreprises qui sont à moi. Comme ça, je sais qu'elle peut payer, qu'elle sera pas déçue du résultat et que je peux jauger. Est-ce un bon produit? Est-ce que je suis fier de mettre ça entre les mains d'une entreprise ou est-ce que j'abuse de la communauté? Parce que ça doit tenir dans les deux sens. Mais sur TikTok, pour l'instant, par contre, c'est fou l'audience que ça fait. Autant sur YouTube, sur d'autres réseaux, tu peux être... bavard, mais pas dans le sens négatif du terme. On va dire, voilà, très à l'aise avec l'oral, tu t'épanches et c'est hyper cool. Autant sur Twitter, t'es chirurgical. On te l'a déjà dit, ça? Bah, j'ai mis un T à la place d'un S ce matin, mais non. Non, mais chirurgical dans le sens, tu vois, tu vas juste aller poster une capture d'écran d'un truc. Ouais. Sans commentaire, sans texte. En mode, voilà, je pose ça là, tu vois? Ouais. En fait, ce que j'aime bien me dire, c'est que si tu spammes les gens avec de la merde, excuse-moi l'expression, les gens se désabonnent. Avant, c'était dur d'avoir des gens qui te suivent. Maintenant, c'est dur de faire en sorte qu'ils continuent à te suivre.
Pourquoi ? Parce que tout le monde est un influenceur. Bien sûr. Alors je me dis, voilà, je vais essayer de donner un flux d'informations que j'aimerais bien avoir dans le mien. C'est-à-dire ni trop, ni pas assez, couvrir les grosses infos, mais pas tout couvrir tout le temps, et essayer de faire en sorte que celui qui me suit, soit il a des choses en avant-première, soit il a les choses incontournables, mais essayer de me dire, voilà, suivre Asher ou Power Asher en fonction de mes réseaux, quelque part, ça m'apportera quelque chose, et je voudrais que l'abonné ou l'utilisateur lui-même se dise, c'est profitable, que ce soit intellectuellement ou sur l'information que je lui donne, de rajouter une ligne avec son nom dans mon feed. Voilà pourquoi sur Twitter, j'en fais pas trop. Et voilà pourquoi, contrairement à beaucoup de réseaux, sur Twitter, faut poster beaucoup. Moi, je poste pas trop. Je fais peut-être 2-3 tweets par jour, des fois 4-5 tweets par semaine, mais j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Et c'est des tweets à chaque fois, j'ai envie de dire, minimalistes, tu vois. Alors, on peut s'attendre à des grosses threads. J'en fais quand même pas mal. Mais souvent, quand j'essaye de... Ça, c'est très complexe, mais je trouve ça intéressant. Alors, laissez-moi vous dire en 10 tweets pourquoi c'est cool. Mais ça m'arrive. Mais c'est vrai que je le précise. Tu vois? Mais c'est vraiment la nuance. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont pas intéressés par ça sur Twitter. Tu vois qu'il y a Fred dans mon message, tu le lis pas, tant pis. Ou au contraire, t'aimes que ça aille un peu plus loin et t'aimes que ce soit pas juste des petits tweets maximalistes, qu'est-ce qu'on a, tu vois, défaut de langage, déformation professionnelle, minimaliste. Et à ce moment-là, tu te retrouves à avoir, tu veux plus de contenu. On a expliqué, par exemple, le yen. Pourquoi le yen, qui est normalement une réserve de valeur de fou pendant les périodes de crise, pourquoi est-ce qu'il s'est pété la figure? Rien à voir avec les cryptos. Mais je trouvais ça intéressant. Parce qu'on est crypto ou pas crypto, on est dans une période où tu peux te demander comment protéger tes finances. Alors j'ai demandé pourquoi, personne n'a su me répondre en réunion, j'ai pris 2 de mes gars et je fais écouter les gars, on a 1h30, pourquoi le yen il baisse? Et on a tiré nos conclusions et fait un petit thread qu'on a partagé aux gens. Ça a bien marché. Ça a super bien marché et j'avais eu un petit coup de pouce, de Richard Détente qui a également un podcast et qui fait également des vidéos et qui, lui, dès que c'est un peu très financier, il me file un petit coup de pouce pour comprendre tout ça. Donc c'est plutôt cool. Comment se passe la relation avec les journalistes financiers, Owen, qui peuvent te voir comme c'est qui ce jeune là qui vient nous apprendre notre métier, qui n'est jamais allé au Nasdaq, tu vois. En vrai, ça dépend lesquels. Tu sais, c'est comme tout, hein. T'as banque et banque, t'as journaliste et journaliste. T'as la banque t'as ton banquier qui te dit non, vous faites pas ce virement, tu dirais toutes les banques sont les mêmes. C'est pas vrai. Autant l'autre banquier d'un autre truc, s'il te donnait une super belle expérience. Je connais des journalistes qui sont incroyables, avec qui je suis très fier de bosser, qui sont géniaux, d'autres qui pour moi sont partis complètement en dérive, et d'autres qui finissent par faire du mi-journalisme, mi-influence, et à l'inverse, des influenceurs qui deviennent de plus en plus pros et qui se cadrent, et d'autres qui se sentent comme des stars parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment. Je pense qu'il y a tout. En attendant, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal, surtout au début, plus maintenant. Maintenant, j'ai plus à me justifier. Tu m'aimes pas, je comprends. Donne-moi des raisons, laisse-moi m'expliquer, si tu as envie de m'entendre. Sinon, trace ta route, j'ai vraiment pas besoin de toi. Par contre, il y a beaucoup de gens qui veulent interagir, il y en a quand même de plus en plus, ce qui fait que tu as de quoi choisir, ta matière à choisir. Et c'était un peu dur au début parce que j'étais encore plus jeune. J'avais pas tous les gros chiffres, toutes nos grosses réussites qui venaient faire que on s'occupait plus de ma barbe mais on s'occupait de moi. Non, avant c'était vraiment t'es jeune, t'es dans la finance, tu t'attends à quoi concrètement? Et que ce soit à la télé. On parlait tout à l'heure de notre ami Guillaume. Guillaume, je fais beaucoup d'émissions avec lui. Guillaume Sommerer de BFM Bourse. Tout à fait. Ouais, sur BFM Business. Je lui ai envoyé notre toute première émission, c'est-à-dire 2 ans ou 3 ans avant qu'on ait cette chronique tous les vendredis qui s'appelle les pros des cryptos. Et on voit qu'il essaye de m'attaquer. On voit qu'il est un peu en mode oui, mais enfin le Bitcoin c'est de la merde, c'est volatile, Et là je lui renvoie ça, il fait ah ouais, on a bien changé, je fais surtout toi. Et on rigole beaucoup, il fait parce que c'est normal aussi. Tu as également le sujet que je porte. Tu sais au début c'était Bitcoin, drogue, blanchiment d'argent, consommation d'électricité. C'est vrai. Darknet. C'est pas vrai du tout. Darknet, c'est pas vrai du tout, mais il a fallu que les gens le comprennent. Et donc il a fallu vulgariser et donc il a fallu essuyer les tomates et les molards pendant quelques années mais tu veux arriver avant tout le monde, tu vas devoir défricher. C'est normal. Si tu voulais qu'il y ait aucun problème et que la loi soit déjà faite, lance une application mobile. C'est cadré, tu vois. Oui, d'ailleurs, on peut faire un peu de promo pour les pros des cryptos. C'est tous les vendredis sur BFM Business. C'est ça. C'est à 16h35 et pendant un petit 25 minutes, on parle actualité, les trucs qu'il fallait pas manquer et on creuse un petit peu sur les sujets, mais en restant le plus vulgarisé possible parce qu'on veut que tout le monde puisse s'intéresser à cette problématique. Tiens, je rebondis un peu tardivement, mais sur quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit il y a Owen et il y a Asher. Donc tu fais vraiment le distinguo entre ces deux personnages. Bon, Owen c'est pas un personnage, c'est toi. Asher c'est un personnage, c'est pas vraiment Owen. Alors oui, Owen c'est quand même Asher parce que on a la même morale tous les deux. On veut garder une certaine ligne qu'on partage tous les deux. Par contre, Asher est un peu plus se donne de l'âge.
Il se rend un peu plus, il se grise un petit peu, il se vieillit un petit peu, et il ouais, je suis un peu je suis en train de devenir une institution, si tu veux. Dans mon discours, je fais attention, il y a des revues de certains de mes scripts par des avocats, en plus de du montage et de la prod, et plus à une revue morale sur ce qu'on peut, une ligne éditoriale. Je deviens carré, pourquoi? Parce qu'il y a des grosses conséquences à ce que je peux dire. Ça m'est arrivé de dire que j'aimais bien une petite crypto-monnaie, elle a fait x2. L'autorité des marchés financiers, aujourd'hui, ne le permettrait plus. Je dois faire attention. Ça m'est arrivé également de dire que j'aimais pas un projet. Ils se sont fait déchirer par Internet. Beaucoup de gens, il y a des investisseurs qui voulaient retirer de l'argent. Alors qu'en réalité, quand tu creuses, je les connaissais juste pas. Ils méritaient pas ça. Donc, comme il y a un impact et des conséquences terribles sur ce que je peux dire dans un simple tweet ou une simple... Je fais très attention. À côté de ça, t'as le entre-deux, c'est le HRON que tu peux avoir le dimanche sur Twitch. Ouais. Tous les dimanches, enfin, la plupart des dimanches soirs quand je peux, j'allume la caméra, on parle crypto, on parle sérieux, mais c'est moi. Je dis ce que je pense, j'enlève un peu de forme, et je m'autorise c'est du frais, c'est du live, c'est réel, et c'est du show. C'est ce qui me plaît aussi. J'aime un peu ça, le Lowen Man Show. C'est vraiment que ce soit la télé. Tu viens de le sortir là ou non? Non, je l'avais déjà sorti et quand je l'ai trouvé, j'étais très fier de moi. C'est pas mal, franchement, ouais, bravo. Et je sais pas, il y a quelque chose qui pour moi, quand c'est en direct, que ce soit la télé ou que ce soit du Twitch, tu dois aussi livrer un moment. Tu dois être fier de ce que tu fais. Tu dois dégager une énergie. C'est pas comme une vidéo. Vidéo, c'est la data que tu donnes. Le live, c'est ça aussi. De la data pertinente, mais avec un certain rythme. Ça veut dire que l'AMF regarde Asher, mais beaucoup moins Owen? Alors honnêtement, je ne sais pas à quel point il me regarde. Je pense que certains de mes contenus, oui, parce que c'est éducatif. T'as eu des rapports directs avec l'AMF? Dans tous les sens du terme, en tant que société, en tant que, on a 4 boîtes qui ont obtenu le prestataire de services d'actifs numériques et qui sont maintenant enregistrées auprès de l'AMF. Donc on commence à bien les connaître sur certains angles. Ouais. Mais après, il y a également des missions éducatives, que ce soit l'AMF ou plus souvent même la CPR, ou au début certains députés à l'Assemblée nationale, que ce soit les gendarmes qui veulent comprendre, qui ont de plus en plus de problèmes avec les crypto-monnaies, qu'on a été éduqués en interne pour suivre des flux. Donc on a eu beaucoup de missions pédagogues en tant qu'entrepreneur, beaucoup de fois où il y a eu des grosses expositions, où j'ai couvert des sociétés qui sont régulées, donc des discussions plus marketing, responsabilité de l'influence. Et en tant qu'entrepreneur, ils régulent mes boîtes, et s'ils me mettent le tampon, je peux survivre, s'ils me le mettent pas, je meurs. Donc je les ai adorés, détestés, mais indirectement, ça reste une autorité de tutelle qui nous dit dans nos boîtes régulées ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit. Donc je dois garder cette casquette de CEO, et dans certains moments, quand je m'emporte un peu, c'est mon compliance officer qui me dit tu te tais, c'est moi qui parle, mais c'est quand même, j'ai découvert la régulation, et l'AMF, de tous les régulateurs que j'ai entendus, a à cœur de comprendre ce qu'ils font. Et rien que pour ça, tu sais que tu sois d'accord ou pas avec quelqu'un qui se dit on n'est pas d'accord, on discute. Rien que ça, c'est pour moi très important, car souvent dans la crypto-monnaie, on cherchait pas à nous comprendre, on cherchait à nous frapper. L'AMF, bien qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas du tout, l'AMF essaye de comprendre ses entrepreneurs. C'est déjà fou. Tu trouves que l'AMF devrait aller un peu plus loin avec certains créateurs de contenu sur Internet? Ce serait eux. J'aurais fait un truc déjà, la décapitation pour quelques-uns. Ah, j'ai vu des choses horribles. Et il y a même des choses où je me suis fait avoir. Genre un mec à Dubaï qui met en avant ses NFT pourris. Moi, je dis, mais quelle honte. Heureusement qu'il est à Dubaï, parce que je peux te dire que lui, il est pas résident fiscal français, parce que sinon, la AMF ou même, là, il se ferait tomber dessus. Et le mec me répond, tu sais, je me suis dit qu'il allait avoir honte ou quoi. Pas du tout. Qu'est-ce que Asher dit de moi? Vous vous rendez compte et tout? Cet idiot qui n'a pas compris les super valeurs de notre projet NFT. Je me dis, mais en fait, je suis un débile. Lui, c'est un moulin. Et moi, j'ai balancé de l'autre. Ah ouais, bien sûr. Et parce qu'il en a rien à cirer des conséquences. Ouais. Il est hors de tout ça. Moi, je joue les règles du jeu et les règles que ma terre et mon territoire me donnent. Là, il est à l'autre bout de la planète. Il s'est émancipé de tout ça. Mais qu'est-ce que pourrait faire de plus l'AMF là par rapport à ce type de profil? Parce qu'il est français, ce mec-là, qui portait ce projet de NFT moisi. Ils sont la plupart résident fiscal à Dubaï. Mais est-ce que tu serais pour une je sais pas, un filtrage par IP, en gros, si le mec... Je vais te donner un truc débile, je vais te donner un truc qui est pas applicable, que je connais pas, et surtout, ça pourrait censurer certains bonhommes qui sont là-bas et qui font ça bien. Moi, je connais des entrepreneurs français qui sont à Dubaï et qui font ça avec des bonnes valeurs. Je vais pas bannir tous les influenceurs qui sont à Dubaï, mais je veux dire, tiens, tel créateur de contenu, on l'interdit sur les IP françaises, tu vois. Pour moi, c'est plus des pratiques. À partir du moment où ton audience est majoritairement francophone, que tu t'adresses à 80% d'audience qui vient des territoires francophones, c'est pas une question de là où t'es dans le monde. Pour moi, tu peux faire ça à Dubaï, en Italie, même à Malte, si tu veux, peu importe. À partir du moment où moralement tu respectes un code éthique et que tu ne regardes pas des gens en leur disant « Allez-y, fermez les yeux, vous allez gagner de l'argent sans rien faire, ça ne risque rien » pour le seul et unique but de leur prendre leur argent.
On est Et d'accord, mais là on parlait spécifiquement de l'AMF et de son champ d'action et de ce qu'elle pouvait faire. protéger ou pas, les utilisateurs français. Ouais, ouais. Je pense qu'elle peut. Alors comment tu fais ça? Amende, sanction. Après, voilà, c'est pour ça que je voulais pas te répondre. C'est un peu candide. Je ne connais pas la limite d'interaction et les droits qu'ils ont. Mais en attendant, enfin, quand Il tu faut faire vois quelque chose, quoi. Faut Kardashian aller qui plus se loin. prend une prune, elle prend 1,5 million sur une OP à 3 ou 400K. En France, t'as Nabila qui a fait une promo qui était pas déclarée, elle a pris 20K. Mm. Écoute, moi j'ai signé des OP à plus de 150 000 euros pour un one shot. Hein. Mm. Je la fais mal, on me prend 20K. Oh envoyez-moi un mail la prochaine fois, quoi. Dérangez pas. Mm. Tu vois, c'est terrible. Ce que je veux dire, c'est que ça doit être quand même significatif. Faut marquer le coup. Quand tu fais un truc, en fait, les gens ont plus peur. Ça fait pas peur. Et puis quand t'es pas en France, t'as pas de société ici, t'as pas peur de... Est-ce que l'AMF est outillée pour aller chercher ces bad créateurs de contenu, entre guillemets? Aujourd'hui, je ne pense Est-ce qu'elle pas. est pas Ils sont plutôt surtout organisée? débordés. Oui, Ils c'est sont ça. débordés. L'AMF, Quand je vois ce qu'ils font l'AMF, rien qu'au niveau régulation crypto, je me dis comment ils peuvent réguler les autres marchés. c'est ça. Non, c'est un truc de fou. Je pense que tout se fait, mais comme toute institution d'une certaine taille, il faut du temps. Et l'influence va très vite. Après, voilà, heureusement, tous les influenceurs ne font pas ça de la même façon, enfin, influenceurs, créateurs de contenu, et il y en a que quelques-uns qui ne se cachent pas. Et moi, je pense que finalement, quand on abuse des gens encore et encore, en tant qu'influenceur, comme la concurrence est en train de devenir rude, à la fin, les gens te naturelle. rendent la confiance que tu leur as donnée. Quand t'as brisé, surtout que la confiance, ça se brise, c'est dur à réparer, hein. Moi, je vois, j'essaye de faire ça bien, d'être régulé, d'être carré, de faire attention, des grosses diligences sur les projets. Ça m'arrive de présenter des projets qui se pètent la gueule et on me traîne dans la boue. J'essaye de faire ça bien. Ça m'arrive de présenter des cryptos qui s'effondrent. J'avais eu l'histoire avec le stablecoin, là, l'un des stablecoins qui s'est effondré. J'essaye de faire ça bien. Je vois comme c'est dur de continuer à avancer. J'ai pas envie d'être celui qui triche, parce que celui qui triche, un jour, il se prend un coup de poing trop fort et ça le tue. Ouais, complètement. Complètement. Et Asher, Owen, c'est quoi les projets là sur les prochains mois? Charbon, survie, désert, glace. Il fait très très froid dans le monde de la crypto en ce moment. Alors évidemment, sur une quinzaine de boîtes, on en a 6 ou 7 dans la crypto. Donc ça affecte, mais pas tout. Les projets, on a une de nos boîtes qui va lancer sa crypto-monnaie. C'est pas moi directement. C'est une boîte de mon frangin. Mais du coup, autant te dire que je vais avoir l'œil dessus parce que je vais trinquer si ça marche pas. On a une grosse phase de structuration sur un de mes mains, Just Mining, qui va passer un nouveau pot de peinture, on va tout refaire. L'image, le branding, là, on va adresser un nouveau marché et surtout s'adresser à des nouveaux volumes. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 millions sous conservation entre les mains. C'est beaucoup d'argent, mais c'est moins que ce qu'on avait au top. Ce qu'on aimerait, c'est aller au-dessus du milliard sur le prochain run et surtout, on commence à signer d'autres types de clients. Des institutions, des banques, des gestionnaires de patrimoine et pas uniquement le B2C qu'on livrait jusqu'à maintenant. Ça, c'est une grosse étape pour moi parce que l'étape après celle-là, peut-être que je ne serai pas le CEO capable de porter. Pour l'instant, cette étape-là, je sais que je peux. Et puis, nos entreprises, toutes les boîtes confondues, on a dépassé les 100 personnes. On a un peu plus de 100 full-time. C'est lourd. Déménagement, on passe d'un 400 mètres carrés à un 1000 mètres carrés. Toujours à Metz? Toujours à Metz. Metz Technopole, ça doit te parler. Bien sûr. Toujours avec le chat, notre happiness manager. Et on essaye de garder tout ça et puis toujours dans plein de domaines, immobilier, mais également le domaine du média parce que avec Vega Management et LH Consulting et les 2-3 autres initiatives dont je t'avais parlé, on commence à être bon dans la gestion du flux d'informations et dans la lecture de signaux faibles justement dans cette information qu'on va digérer. Et essayer de garder nos trucs, mettre un pied devant l'autre, stabiliser nos structures parce que j'ai beaucoup de boîtes qui sont rentables, qui sont pas endettées, qui ont pas d'actionnaires, qui ont pas levé de fonds. Donc on veut que la machine rapporte plus que ce qu'elle coûte. Et dans un domaine où les crypto-monnaies ont perdu 60% de leur valeur sur 3 mois, c'est les gros challenges. Donc on est focus sur ça en ce moment. Eh bien, bravo. Je vais finir quand même avec la question qui va magique. me permettre d'avoir J'aurais juré que c'était ça les inédit. Owen, tu dors sur le dos ou sur le côté? Je dors sur le côté, obligatoirement, avec le bras qui passe sous l'oreiller comme ça. Très bien. C'est mon père Merci. qui m'a appris. Je pense que voilà, ça y est, on a notre info exclusive dans Follow Me que Owen n'a jamais lâché dans aucun des 872 podcasts auxquels il a participé. Ouais. Je dors sur le dos. Je connais des gens qui Ah dorment sur le voilà, dos. c'est pas toi. Moi, j'arrive pas à dormir dans une seule position. Tu vois. Ouais, il faut que ça bouge. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup Owen, c'était très un cool. plaisir, merci beaucoup pour on a appris l'opportunité. plein de choses, évidemment, pour te suivre. Ça va être assez long, mais on va mettre la liste dans le descriptif de tous les points d'entrée vers ta
ta communauté. Bravo encore pour tout ce que tu fais et la manière dont tu le fais, c'est encore plus important. Merci. Et je te souhaite une bonne continuation et une bonne traversée du désert. C'est parti. Merci beaucoup. Salut Owen.